les montagnes des Carpates, en Roumanie. Janvier 1988. La neige tombe en rideaux épais sur un paysage qui semble intact, préservé de toute civilisation. Un pavillon de chasse se dresse sombre sur des pentes immaculées. De la fumée s'élève de sa cheminée vers un ciel gris. À l'intérieur, des hommes boivent de la tsuik et une eau-de-vie de prune, et rient en évoquant les sangliers qu'ils ont pistés dans le givre du matin. À l'extérieur, enfouies sous près d'1 mètre de neige, 2 silhouettes restent immobiles. Elles sont là depuis 38 heures. Leur respiration s'échappe par des tubes. Leurs corps sont enveloppés dans des combinaisons thermiques, réglées pour correspondre exactement à la température du sol. Ils ne bougent pas, ils ne parlent pas. Ils observent à travers des périscopes à fibre optique, pas plus épais que des crayons, surveillant l'entrée du pavillon, les gardes patrouillant avec des kalachnikovs, les Land Rover garés dans la clairière. L'un des hommes enterrés est Yu, 34 ans, ancien opérateur de Curette Matkal, avec 47 éliminations confirmées sur 3 continents. L'autre est Daniel, 29 ans plus jeune, mais déjà légendaire, au sein de l'unité Kidon du Mossad, notamment pour un tir réalisé à Beyrouth, à 1200 mètres, à travers une tempête de sable. Ils sont ici pour un seul homme, Constantin Dragamir, trafiquant d'armes et ancien officier du renseignement roumain, qui avait bâti un empire privé en facilitant la vente d'armes à des groupes militants palestiniens. C'est lui qui avait personnellement négocié des livraisons de missiles solaires Strela, ayant abattu 2 hélicoptères israéliens au-dessus du sud du Liban, causant la mort de 11 soldats. Pendant 3 ans, le Mossad l'a traqué. Pendant 3 ans, il est resté intouchable, protégé par sa fortune, ses relations politiques et ses contacts au sein de la Securitat, qui l'avertissait dès que des services de renseignement étrangers s'intéressaient à ses activités. Mais tout homme a ses faiblesses. Celle de Dragamir, c'était la chasse. Chaque mois de janvier, il se retirait dans ce pavillon isolé pour une expédition d'1 semaine, n'emmenant qu'une sécurité minimale, convaincu que la montagne offrait une protection que des gardes du corps ne pourraient jamais garantir. Il se trompait. L'opération visant à l'éliminer montre ce qui se produit lorsque la patience, la technologie et un engagement absolu convergent. Elle révèle comment les services de renseignement modernes tuent dans des environnements où les méthodes d'assassinat conventionnelles échouent, et elle démontre qu'aucun lieu n'est trop reculé, aucune cible trop protégée lorsqu'un État possède à la fois la motivation et la capacité de franchir les frontières pour ôter des vies avec une précision chirurgicale. Comprendre pourquoi le Mossad a enterré des tireurs d'élite dans la neige pendant près de 2 jours pour tuer un trafiquant d'armes roumain exige de comprendre qui était Constantin Dragamir et pourquoi sa mort a été jugée nécessaire par la direction du renseignement israélien. Né en 1941 à Brașov, il a grandi dans une Roumanie dévastée par la Seconde Guerre mondiale et rapidement transformée sous la domination soviétique. Son père était un bureaucrate de rang intermédiaire qui avait survécu à la guerre en affichant une loyauté absolue envers le régime en place, quel qu'il soit, un instinct de survie que Constantin hérita et affina pour en faire une véritable philosophie opérationnelle. Il étudia à l'université de Bucarest à la fin des années 1950, où il suivit des cursus d'ingénierie et de langue. Son aptitude pour les matières techniques, combinée à sa maîtrise du russe, du français, et à une connaissance acceptable de l'arabe, le rendit précieux pour l'appareil de renseignement roumain en pleine expansion. En 1963, il fut recruté par la DIE, Direcția de Informații Externe, le service de renseignement extérieur de la Roumanie. Ses affectations le conduisirent à Damas-Beyrouth
et au Caire dans les années 1960 et 1970, officiellement en tant qu'attaché commercial, mais en réalité pour recueillir des renseignements et faciliter les ventes d'armes roumaines aux nations arabes. La Roumanie, sous Nicolae Ceausescu, poursuivait une politique étrangère indépendante qui s'écartait de manière stratégique des directives soviétiques tout en restant membre du pacte de Varsovie. Ceausescu cultivait des relations avec les pays occidentaux, maintenait des liens diplomatiques avec Israël plus longtemps que les autres pays du bloc de l'Est, tout en vendant des armes à des États arabes et à des groupes palestiniens. Cet exercice d'équilibrisme créait des opportunités pour des individus comme Dragamir, qui savaient exploiter les zones grises entre la politique officielle et la réalité clandestine. Au milieu des années 1970, Dragamir quitta le service officiel du renseignement, mais conserva des contacts étendus au sein de la DIEE et de la Securitat. Il s'imposa alors comme courtier privé, en armement facilitant des ventes qui enrichissaient à la fois sa personne et les responsables du régime qui protégeaient ses activités. L'arrangement était mutuellement bénéfique. L'industrie de défense roumaine, propriété de l'État, avait besoin de devises fortes. Dragamir offrait un accès à des acheteurs que les circuits officiels ne pouvaient atteindre sans complications diplomatiques. Les groupes palestiniens, en particulier le Fatah et le FPLP, avaient besoin d'armes que la prudence soviétique les empêchait d'obtenir directement. Dragamir fournissait ces armes par l'intermédiaire de réseaux complexes destinés à dissimuler leur origine roumaine. Ces transactions généraient des millions de dollars. Dragamir prélevait des commissions substantielles, finançant un train de vie luxueux, inhabituel, dans la Roumanie de Ceausescu de plus en plus appauvrie. Il possédait des propriétés à Bucarest et dans les Carpates, conduisait des voitures occidentales, des raretés dans un pays où la plupart des citoyens attendaient des années pour obtenir des modèles nationaux de qualité inférieure et voyager librement en Europe occidentale pour des affaires mêlant commerce légitime et trafic d'armes. Sa richesse et ses relations le rendaient pratiquement intouchable. Les officiers de la Securitat, susceptibles d'enquêter sur ses activités, étaient soit achetés, soit dissuadés par des supérieurs qui profitaient eux-mêmes de ces opérations. Le renseignement israélien remarqua pour la première fois Dragamir en 1975, lorsque des communications interceptées révélèrent de son rôle dans l'organisation d'une livraison de mortiers fabriqués en Roumanie à des forces de l'OLP dans le sud du Liban. Les premières évaluations le considéraient comme un intermédiaire parmi d'autres importants, mais non essentiels aux capacités militaires palestiniennes. Cette appréciation changea en 1985, lorsque 2 hélicoptères israéliens furent abattus au-dessus du sud du Liban par des missiles solaires Strela 2M, retracés par analyse médico-légale jusqu'à un fabricant roumain. 11 soldats périrent dans les crashs. L'enquête du Mossad révéla que Dragamir avait personnellement négocié la vente des missiles en travaillant avec des intermédiaires syriens qui transférèrent les armes au Hezbollah. Le gouvernement israélien déposa des protestations auprès de la Roumanie par les voies diplomatiques. Bucarest opposa des démentis, affirmant que les missiles avaient dû être détournés de ventes légitimes à d'autres pays. Ces dénégations étaient manifestement fausses, mais servaient les intérêts de Ceausescu en maintenant une dénégation plausible. Derrière ce théâtre diplomatique, le renseignement roumain renforça en réalité la sécurité opérationnelle autour des transferts d'armes, les rendant plus difficiles à tracer sans pour autant les interrompre. Dragamir s'adapta en faisant transiter les cargaisons par davantage de pays
et en utilisant des mécanismes de couverture plus élaborés. En 1986, la division Caesarea du Mossad avait constitué un dossier exhaustif sur Drag Amir. Il vivait dans une villa fortement protégée du quartier Primaveri à Bucarest, où de nombreux membres de l'élite du régime possédaient des résidences. Il se déplaçait dans des Mercedes blindés avec une sécurité privée d'anciens agents des services qui assuraient sa protection tout en garantissant la surveillance du régime sur ses activités. Sa sécurité opérationnelle était sophistiquée, routine modifiée de manière imprévisible, recours à différents moyens de communication, compartimentation stricte de l'information, rendant la surveillance extrêmement difficile. Une action directe à Bucarest fut jugée trop risquée. L'environnement sécuritaire de la ville était hostile aux opérations de renseignement étrangères. La Securitat exerçait une surveillance étendue sur les étrangers et sur toute personne ayant des contacts internationaux. Une tentative d'assassinat ratée ou laissant des traces entraînerait de graves conséquences diplomatiques et pourrait compromettre d'autres opérations israéliennes en Europe de l'Est. D'autres approches furent envisagées. L'empoisonnement fut étudié puis rejeté, Drag Amir employant des goutteurs, une précaution héritée de son passé dans le renseignement. Un accident de voiture mis en scène aurait exigé une préparation considérable dans un environnement où toute manipulation suspecte de véhicule risquait d'être détectée. La percée eut lieu à la fin de 1986, lorsqu'un officier de la Securitat, accablé de dettes de jeu et nourrissant des griefs contre le régime, fut recruté par la station du Mossad à Vienne. L'officier, dont le nom de code était Corvus, fournit des renseignements sur la corruption du régime, la dissidence au sein des services de sécurité et surtout des détails cruciaux sur les habitudes personnelles de Drag Amir. Parmi ces informations figurait l'expédition de chasse annuelle de Drag Amir dans un pavillon privé des montagnes des Carpates. Contrairement aux mesures de sécurité rigoureuses qu'il observait à Bucarest, Drag Amir se rendait en montagne avec une protection minimale, n'emmenant que 2 gardes du corps et recevant un petit groupe d'associés, d'affaires et de responsables du régime. Le pavillon était isolé, situé dans la région des monts Retezat, près des Carpates méridionales, accessible uniquement par des routes non goudronnées qui devenaient particulièrement dangereuses en hiver. Drag Amir possédait la propriété par l'intermédiaire d'une série de sociétés écrans qui en dissimulaient la véritable propriété. Les villageois locaux connaissaient l'existence des parties de chasse, mais gardaient soigneusement leur distance conscients que poser des questions sur les activités d'hommes riches disposant de connexions politiques était dangereux dans la Roumanie de Ceausescu. Corvus fournit des cartes, des photographies, prises lors de précédentes expéditions de chasse, ainsi que des plannings indiquant que Drag Amir passait chaque année la 3e semaine de janvier au pavillon. Ces renseignements révélèrent une vulnérabilité que les planificateurs opérationnels du Mossad identifièrent immédiatement si des tireurs d'élite pouvaient se positionner sans être détectés avant l'arrivée de Drag Amir. Ils pourraient attendre des conditions optimales et procéder à l'élimination sans avoir besoin de voies d'exfiltration exigées par d'autres méthodes d'assassinat. Le défi était à la fois environnemental et technique. En janvier, les températures dans les Carpates descendaient régulièrement en dessous de 20 Celsius. Les chutes de neige étaient abondantes et continues. Les tireurs devraient rester dissimulés pendant de longues périodes, dans des conditions capables de tuer par exposition en quelques heures. Les positions de surveillance classiques auraient été repérées par la sécurité de Drag Amir qui patrouillait systématiquement autour du pavillon avant son arrivée. Toute présence observable aurait soit entraîné l'annulation de l'opération,
soit déclenché un renforcement de la sécurité rendant la mission impossible. La cellule de planification du Mossad, dirigée par un officier d'opération chevronné, connu uniquement sous le nom de Aoud, développa une méthode jusque-là discutée sur le plan théorique, mais jamais tentée sur le terrain. Enterrer les tireurs dans des fosses de neige équipées de systèmes de régulation thermique, de dispositifs d'observation à fibre optique et de systèmes de survie capables de les maintenir en vie pendant 48 heures. L'idée était audacieuse et comportait des risques considérables. L'ensevelissement sous la neige supprimait toute détection visuelle, mais engendrait des défis psychologiques et physiologiques susceptibles de compromettre le succès de la mission. Les opérateurs seraient confrontés à une privation sensorielle extrême, à un inconfort profond et à la terreur claustrophobe d'être enterrés vivants. Des consultants médicaux avertirent des risques d'hypothermie, malgré la protection thermique des gelures potentielles, si l'intégrité des combinaisons était compromise, ainsi que du danger d'accumulation de dioxyde de carbone dans des espaces confinés à circulation d'air limitée. Les évaluations psychologiques soulignèrent la force mentale nécessaire pour rester immobile pendant près de 2 jours, tout en étant enterré vivant, en maintenant une capacité opérationnelle, malgré l'isolement, une situation qui provoquerait hallucinations et réactions de panique chez la plupart des individus. Le directeur du Mossad de l'époque, Naoum Admoni, autorisa l'opération Hiver silencieux en mars 1987. La mission devait se dérouler lors du voyage de chasse de Dragamir en janvier 1988, laissant 10 mois pour la préparation et l'entraînement. Yo et Daniel furent sélectionnés parmi les opérateurs les plus expérimentés de Kaidon. Tous deux disposaient d'une vaste expérience en conditions hivernales, acquise lors d'opérations menées dans les régions montagneuses du Liban en hiver. Tous deux avaient démontré une résilience psychologique exceptionnelle lors d'exercices d'isolement prolongé destinés à tester l'endurance des agents sous stress. Tous deux étaient des tireurs d'élite capables d'effectuer des tirs d'élimination à longue distance dans des conditions défavorables. L'entraînement commença immédiatement dans une installation située sur le plateau du Golan, où des ingénieurs militaires construisirent des fosses de neige reproduisant les conditions des Carpates. Ils travaillèrent avec des spécialistes techniques de l'industrie de défense israélienne pour mettre au point les équipements permettant de survivre à un ensevelissement prolongé. Yo et Daniel passèrent des périodes d'ensevelissement de plus en plus longues, débutant par 6 heures et atteignant progressivement 36 heures lors de l'exercice final. Ils apprirent à maîtriser la claustrophobie par des techniques de respiration et une discipline mentale rigoureuse à réguler leur expiration afin d'éviter la condensation, susceptible d'embuer les dispositifs d'observation, et à conserver une concentration opérationnelle malgré la privation sensorielle qui faisait s'effondrer la perception du temps. Les combinaisons thermiques représentaient la technologie de survie en climat froid, la plus avancée, développée par Israël, inspirée des tenues utilisées par les commandos navals pour des opérations sous-marines prolongées. Elles intégraient des éléments chauffants, alimentés par des batteries au lithium de grande capacité. Le système de chauffage maintenait la température corporelle centrale à 37 degrés Celsius, tandis que l'extérieur de la combinaison restait à la température ambiante, empêchant toute signature thermique détectable par des capteurs infrarouges. Une isolation multicouche empêchait le transfert de chaleur vers la neige environnante, ce qui aurait créé des zones de fonte révélatrices visibles pour des observateurs attentifs. Des tubes respiratoires s'étendaient jusqu'à la surface, camouflés en branches mortes
émergeant des congères. Ces tubes étaient équipés de valves unidirectionnelles, permettant à l'air expiré de se disperser naturellement tout en empêchant l'accumulation d'humidité qui aurait gelé et obstrué le flux d'air. Les calculs d'oxygène indiquaient que ces tubes assuraient une circulation d'air suffisante pour prévenir toute accumulation de dioxyde de carbone, même lors d'un ensevelissement prolongé. Des systèmes de gestion des déchets permettaient l'urination et la défécation sans nécessité de mouvement, un élément crucial pour maintenir la sécurité de la position durant la longue attente. L'alimentation se composait de gels hypercaloriques développés pour des situations de survie militaire, consommés à travers des tubes reliés aux systèmes internes des combinaisons thermiques. Ces gels fournissaient environ 3000 calories par jour dans un volume minimal, suffisante pour soutenir les fonctions métaboliques de base, sans exiger une digestion intensive qui aurait accru la demande en oxygène. L'eau provenait de réservoirs chauffés, isolés, à l'intérieur de la structure des combinaisons, empêchant le gel, tout en maintenant une température qui n'induisait pas d'hypothermie lors de l'ingestion. Le choix des armes était tout aussi crucial. Les fusils devaient fonctionner de manière fiable après une exposition prolongée à des températures négatives extrêmes et à la condensation qui se formait inévitablement lors des transitions thermiques. Les fusils de précision standard échoueraient dans de telles conditions. Leurs mécanismes se bloqueraient sous l'effet de l'humidité infiltrée. Leurs optiques s'emburaient lorsque le métal froid entrerait en contact avec un air plus chaud, et leur lubrifiant se solidifierait en masse visqueuse, empêchant le fonctionnement de la culasse. La division armement du Mossad modifia 2 fusils finlandais, TKV-85, choisis pour leurs performances éprouvées en conditions arctiques lors d'exercices militaires finlandais. Les modifications comprenaient des lubrifiants secs à base de disulfure de molybdène, restant efficaces jusqu'à 40 degrés, des culasses étanches, empêchant l'infiltration d'humidité grâce à des joints toriques au point critique, ainsi que des lunettes de visée personnalisées dotées de tubes purgés à l'azote, éliminant toute formation de buée interne. Les réticules des lunettes étaient éclairés au tritium, ne nécessitant aucune alimentation par batterie et restant visibles en conditions de faible luminosité. Le choix des munitions fut tout aussi précis. Les cartouches, standard de 7,62,54 utilisaient une poudre susceptible de brûler de manière irrégulière par grand froid, produisant des variations de vitesse qui auraient compromis la précision à longue distance. Des spécialistes israéliens de l'armement rechargèrent manuellement des munitions de qualité match, utilisant une poudre insensible aux variations de température formulées pour offrir des performances constantes entre 30 degrés et plus 150 degrés Suisse. Chaque cartouche fut testée individuellement pour sa conformité dimensionnelle et pesée afin de garantir une balistique uniforme. Les projectiles eux-mêmes étaient des balles de 200 grains, à ogive creuse et base profilée, boat tail, conçus pour un effet terminal maximal sur des cibles humaines jusqu'à 800 mètres. En novembre 1987, une équipe avancée établit une présence près du pavillon. Elle se fit passer pour des ingénieurs forestiers roumains effectuant un recensement hivernal de la faune, une couverture que le renseignement israélien avait arrangée par l'intermédiaire de contacts au ministère roumain de l'Agriculture. Cette légende fournissait une justification légitime à leur présence, tout en permettant une reconnaissance approfondie de la zone. Ils repérèrent des positions de tir potentielles, mesurèrent les distances à l'aide de télémètres laser déguisés en équipements de topographie, évaluèrent les régimes de vent en observant les formations de congères
et identifièrent les emplacements optimaux pour les fosses d'ensevelissement. La position retenue se situait à 420 mètres de l'entrée principale du pavillon, légèrement au-delà de la distance de 380 mètres, initialement privilégiée, mais le relief rendait les positions plus proches, trop exposées aux patrouilles de sécurité de Dragamir. Cette distance restait maîtrisable pour des tireurs d'élite expérimentés dans de bonnes conditions, bien que la nécessité de tirer à travers une neige tombante ajoutât une complexité supplémentaire. La pente offrait des lignes de visée excellentes vers l'entrée du pavillon, et la clairière, où les véhicules étaient stationnés, tout en restant hors du périmètre que la sécurité patrouillerait durant le séjour de Dragamir. Le 8 janvier 1988, Yoav et Daniel infiltrèrent la zone en franchissant la frontière depuis la Hongrie, progressant à travers des forêts, longeant la frontière dans des régions où les patrouilles étaient rares en raison du terrain difficile. L'itinéraire d'infiltration avait été planifié avec soin, à partir d'images satellitaires et de renseignements issus de reconnaissances antérieures. Ils se déplacèrent de nuit, s'orientant à l'aide de dispositifs GPS, une technologie de pointe, en 1988, de petites unités portatives recevant des signaux de la constellation de satellites militaires américains, alors récemment opérationnels. Des agents de soutien, entrés en Roumanie des semaines plus tôt, sous couvert de touristes, avaient dissimulé des caches de ravitaillement le long de l'itinéraire, enterrés à des emplacements marqués par des coordonnées GPS. Le trajet dura 4 jours, avançant lentement, afin d'éviter de laisser des traces évidentes dans la neige, dormant le jour, dans des positions dissimulées, et ne progressant que lorsque l'obscurité offrait une couverture suffisante. Ils transportaient un équipement minimal, les combinaisons thermiques compressées, dans des sacs à dos les fusils démontés, en composants, et des provisions d'urgence. Tout le reste avait été prépositionné par l'équipe de soutien. Le 12 janvier, ils atteignirent la zone surplombant le pavillon. La neige tombait abondamment, des conditions parfaites pour ce qui allait suivre. Le processus d'ensevelissement commença à 20h00 le 13 janvier. Les agents de soutien avaient préalablement creusé les fosses la nuit précédente, excavant près d'1 mètre de neige tassée, afin de créer des chambres suffisamment grandes pour accueillir un homme en position allongée. L'excavation était un travail physiquement éprouvant, qui exigeait une discipline sonore rigoureuse. Les chambres furent tapissées de couvertures thermiques pour une isolation supplémentaire et équipées de tubes respiratoires, de périscopes d'observation et de câbles de communication reliés à une station relais dissimulée 200 mètres plus haut sur la pente. Yoav et Daniel entrèrent dans les fosses à 23h30, positionnèrent leurs fusils avec les canons orientés vers des ouvertures de tir, dissimulées dans la neige, et testèrent l'ensemble des systèmes. Le contrôle des communications confirma que les liaisons radio-chiffrées fonctionnaient correctement. L'alignement des périscopes vérifia des lignes de visée dégagées vers l'entrée du pavillon. Les diagnostics des combinaisons thermiques indiquaient que tous les éléments chauffants fonctionnaient normalement et que les niveaux de batterie étaient à 100%. À 03h30, les agents de soutien les recouvrirent soigneusement de neige, reconstituant la surface afin d'éliminer toute trace de perturbation. Le processus de recouvrement exigeait une attention méticuleuse aux détails. Les opérateurs utilisaient des pelles en aluminium pour déplacer la neige silencieusement, construisant les couches progressivement, tout en s'écartant régulièrement pour vérifier que la surface paraissait naturelle. Des branches furent disposées au-dessus des tubes respiratoires de manière à évoquer des débris tombés au hasard et non des marqueurs placés délibérément.
des rameaux de pin servirent à balayer la zone, effaçant les empreintes de pas et les marques laissées par l'équipement. À 04h30, l'ensevelissement était terminé. Vu sous n'importe quel angle, le versant semblait exactement identique à ce qu'il avait été auparavant, une neige immaculée ne montrant que des motifs naturels sculptés par le vent et la dispersion aléatoire de branches tombées. L'équipe de soutien se replia vers des positions d'observation situées à 300 mètres, d'où elle surveillerait d'éventuelles patrouilles de sécurité à l'aide de longues vues et maintiendrait le contact radio avec les tireurs enterrés. Des plans de contingence existaient si la sécurité roumaine découvrait les positions techniques de diversion pour détourner l'attention protocole d'extraction d'urgence en cas d'annulation de la mission et légende de couverture en cas d'arrestation. Mais le meilleur scénario restait que rien de tout cela ne soit nécessaire. Yoav décrivit plus tard l'ensevelissement comme une entrée dans un vide sensoriel où la perception humaine normale s'effondrait. L'obscurité était absolue, pas simplement l'obscurité d'une pièce sans lumière, mais celle profonde d'un environnement souterrain où aucun photon ne pouvait pénétrer. Le son était étouffé jusqu'au quasi-silence, à l'exception de sa propre respiration et du chuchotement occasionnel dans le système de communication. L'espace était si confiné qu'il était impossible de bouger de plus de quelques centimètres dans n'importe quelle direction. Ses bras étaient positionnés pour tenir le fusil, son visage appuyé contre la crosse, rembourré, son œil aligné avec la lunette qui ne montrait que l'obscurité jusqu'à l'activation du relais périscopique. La combinaison thermique maintenait sa température corporelle, mais ne pouvait supprimer la sensation psychologique de froid, née de la conscience d'être enterré dans la neige à 18 degrés C. Au-dessus de lui reposait un demi-mètre de neige compactée, pesant des centaines de kilogrammes. Si le tube respiratoire venait à se boucher, il suffoquerait en quelques minutes, sans aucune possibilité de fuite. Les premières heures restèrent gérables, grâce à une discipline mentale stricte et à la concentration sur les objectifs opérationnels. Il surveillait le pavillon à travers le périscope, observant les préparatifs de sécurité lorsque les gardes arrivèrent avant le groupe de Dragamir pour balayer la zone et préparer les installations. Il les vit patrouiller le périmètre passant à moins de 50 mètres de sa position, sans jamais s'approcher suffisamment pour détecter quoi que ce soit d'anormal. Il les observa inspecter l'intérieur du pavillon, tester les équipements de communication, disposer le bois de chauffage et les provisions. Leur routine formait des schémas prévisibles, suggérant qu'il s'agissait d'anciens militaires ou policiers compétents, mais pas des forces spéciales d'élite qui auraient varié leur patrouille de manière plus aléatoire. Cette prévisibilité constituait un renseignement utile, confirmant que la sécurité de Dragamir était professionnelle, mais non exceptionnelle. Au bout de 12 heures, les défis psychologiques s'intensifièrent. L'isolement devint oppressant, d'une manière que l'entraînement n'avait pas entièrement anticipée. Son esprit générait des fantômes, des sons inexistants, des sensations de mouvement, là où il n'y en avait aucun. Il lutta contre l'envie de bouger, sachant que le moindre déplacement pouvait perturber la neige au-dessus et compromettre la position. Les contrôles de communication horaire, avec Daniel et l'équipe de soutien, devinrent des bouées psychologiques de brefs moments de contact humain, prouvant qu'il ne s'était pas totalement détaché de la réalité. Daniel, dans la fosse adjacente à 3 mètres de distance, affrontait des épreuves similaires avec toutefois des complications supplémentaires. Son tempérament naturellement plus anxieux rendait l'isolement plus difficile à supporter. Il se concentra sur des détails techniques, révisant mentalement les calculs balistiques, les formules de correction du vent et les procédures de tir. Cet exercice intellectuel
l'aidait à contenir l'anxiété qui menaçait de submerger sa discipline opérationnelle. L'équipe de soutien surveillait les signes vitaux des deux hommes grâce à des capteurs biométriques intégrés aux combinaisons thermiques, guettant tout indicateur d'hypothermie ou d'effondrement psychologique qui aurait imposé l'abandon de la mission. La neige continua de tomber toute la nuit et jusque dans la journée du 14 janvier, ajoutant près de 30 centimètres supplémentaires au-dessus des fosses. Ce poids accru exerçait une pression constante, créant une sensation d'écrasement que les deux hommes durent activement refouler. Yoav se concentra sur les exercices de respiration appris durant l'entraînement, contrôlant chaque inspiration et chaque expiration, utilisant l'oxygène avec efficacité, tout en empêchant l'accumulation de dioxyde de carbone qui aurait provoqué désorientation et confusion. Il consommait les rations de gel à intervalles programmés, se forçant à absorber les calories dont son corps avait besoin, même si toute sensation de faim avait disparu sous l'effet de la privation sensorielle. Il urinait dans le système de gestion des déchets, un acte qui exigeait un ajustement psychologique particulier lorsqu'on est enterré vivant. Le système fonctionnait comme prévu, mais l'expérience des fonctions corporelles dans un espace aussi confiné était profondément inconfortable, déclenchant des réflexes primitifs liés à la propreté et à la dignité qu'il fallait consciemment inhiber. Ce sont des détails que les documents de planification opérationnelle ne saisissent jamais totalement. Ces petites dégradations qui font des opérations extrêmes autant des épreuves d'endurance psychologique que des défis tactiques. À la 24e heure, une crise faillit compromettre la mission. Daniel signala de violentes crampes à la jambe gauche, le muscle se contractant en spasme, provoquant une douleur suffisamment intense pour déclencher des mouvements involontaires. L'équipe de soutien perçut sa respiration haletante à travers le lien de communication avant même qu'il ne parvienne à expliquer ce qui se passait. Yoav lui parla calmement, le guidant, à travers des techniques de respiration susceptibles de réduire l'intensité des spasmes musculaires, l'encourageant à se concentrer sur des inspirations lentes et profondes et à visualiser mentalement le relâchement du muscle. L'équipe de soutien débattit de l'opportunité d'abandonner la mission. Le commandant de l'opération, un officier vétéran de Césarea nommé Ronnie, qui suivait la situation depuis le poste d'observation, comprenait qu'un abandon signifierait des mois de préparation perdus, et peut-être l'absence de toute future opportunité, si Dragamir modifiait ses protocoles de sécurité. Mais il savait aussi qu'un opérateur compromis pouvait mettre en danger la vie des deux hommes. Daniel insista, les dents serrées, affirmant qu'il pouvait continuer soutenant que la crampe restait gérable et qu'un abandon réduirait à néant tout ce qu'ils avaient enduré jusque-là. Ronnie prit la décision de poursuivre avec une autorisation conditionnelle. Daniel devrait désormais fournir une confirmation verbale de son état toutes les 30 minutes, au lieu d'une fois par heure. Le moindre signe de détérioration déclencherait un abandon immédiat et une extraction d'urgence. Des spécialistes médicaux surveillant les communications depuis Tel Aviv via un relais satellite apportèrent leur expertise sur les crampes musculaires en conditions extrêmes, confirmant que bien que très douloureuses, elles n'étaient pas immédiatement dangereuses tant que l'opérateur maintenait une bonne circulation et évitait les blessures dues aux mouvements involontaires. La 30e heure apporta le moment le plus dangereux de toute l'opération. Une patrouille de sécurité s'approcha plus près que lors des passages précédents, progressant le long de la ligne de crête, à moins de 20 mètres des positions d'ensevelissement. 2 gardes vêtus de manteaux militaires divers récupérés et armés de fusils Kalachnikov avançaient lentement sur la pente. Ils riaient à propos de quelque chose, leur voix portant distinctement dans l'air mince
de la montagne, malgré l'effet assourdissant de la neige. L'un d'eux alluma une cigarette, la lueur du briquet apparaissant brièvement dans le champ étroit du périscope. Ils s'arrêtèrent presque exactement au-dessus de la position de Yoav. Il les entendait clairement, à présent, parlant roumain, avec désinvolture de femmes qu'il connaissait à Bucarest, se plaignant du froid débattant de l'opportunité de signaler ce qui pourrait être des traces de loup. Yoav contrôla sa respiration, la ralentissant, afin de minimiser la vapeur humide s'échappant par le tube dissimulé. Chaque souffle devait être soigneusement maîtrisé, expiré lentement, pour disperser la chaleur avant qu'elle ne forme un panache visible dans l'air glacé. L'un des gardes resta plusieurs minutes à fumer, tandis que son compagnon tapait des pieds pour maintenir la circulation sanguine. Le fumeur jeta négligemment la cendre de minuscules braises orangées, tombant sur la neige près du tube respiratoire. Yoav observa à travers le périscope, voyant les bottes de l'homme, à quelques mètres seulement, assez près, pour qu'il puisse presque les toucher, si la neige ne les séparait pas. La pression psychologique était immense. Chaque instinct hurlait de bouger, de faire quelque chose, mais la discipline opérationnelle l'obligea à rester absolument immobile. Finalement, ils décidèrent de ne pas signaler les traces de loups, estimant que mentionner des loups ne ferait que créer une alarme inutile et risquait de leur valoir une affectation en patrouille de nuit. Ils s'éloignèrent, leur voix se perdant dans le lointain. Le rythme cardiaque de Yoav, qui avait fortement augmenté durant leur présence, revint lentement à la normale. Il rapporta l'incident à l'équipe de soutien par une transmission chuchotée. Ronnie accusa réception, notant que les rondes de sécurité semblaient toucher à leur fin, ce qui signifiait que l'arrivée de Dragamir était probablement imminente. À la 36e heure, le bruit de moteur brisa le silence de la montagne. Le son se propagea. À travers la neige, le convoi approchait par la route, en contrebas. Yoav ajusta l'angle de son périscope, observant 3 Land Rover gravir la dernière portion menant au pavillon. Les véhicules se garèrent dans la clairière. Les portières s'ouvrirent. Dragamir sortit du 2e véhicule immédiatement reconnaissable, d'après les photographies et les images de surveillance que le Mossad avait accumulées au fil de plusieurs années de traque. Il était plus corpulent que ne le laissaient supposer ses clichés les plus récents. Son visage était rougi par le froid et par des années de consommation excessive d'alcool, laissant apparaître des capillaires éclatés. Il portait des vêtements de chasse coûteux de fabrication autrichienne, un équipement totalement inaccessible aux Roumains ordinaires. Il aboyait des instructions à son équipe de sécurité d'une voix mêlant autorité et dureté, celle d'un homme habitué à une obéissance immédiate. 2 gardes du corps l'encadraient tandis qu'il se dirigeait vers l'entrée du pavillon. 3 autres hommes descendirent des véhicules des associés d'affaires ou des responsables du régime invités à l'expédition de chasse. Les gardes mirent aussitôt en place un périmètre de sécurité. 2 hommes entamèrent des patrouilles qui devaient les occuper pendant les heures suivantes. Dragamir et ses invités pénétrèrent dans le pavillon, d'où la fumée s'élevant de la cheminée indiquait que des feux avaient été allumés en prévision de leur arrivée. L'attente se poursuivit. Le plan opérationnel exigeait que Dragamir sorte pour l'expédition de chasse avant que l'élimination puisse avoir lieu. L'abattre à l'intérieur du pavillon aurait compliqué la confirmation de la cible et risqué de mettre d'autres personnes en danger. Les paramètres de la mission stipulaient une élimination nette sans victime collatérale. Yoav et Daniel entrèrent dans la phase finale de l'attente, leur concentration s'affûtant à mesure que la cible
était désormais présente. Le poids psychologique de l'ensevelissement devint secondaire face à l'exigence opérationnelle. Il n'était plus des hommes enterrés dans la neige, endurant l'isolement et l'inconfort. Ils étaient des systèmes d'armes en attente de conditions de tir optimales. Cette transition mentale faisait partie de leur expérience, la capacité à compartimenter la souffrance personnelle et à se focaliser exclusivement sur l'objectif tactique. Le matin du 15 janvier offrit une météo presque parfaite pour l'opération. La neige s'était arrêtée durant la nuit. La température demeurait brutalement basse, à 16 degrés Celsius, mais la visibilité était excellente, avec un air limpide qui minimisait les complications balistiques. À 09h20, Dragamir et ses compagnons sortirent du pavillon, vêtus de tenues de chasse et portant des fusils. 2 agents de sécurité les accompagnaient, armés de kalachnikovs, mais également munis de carabines de chasse, apparemment dans l'intention de participer à l'expédition, plutôt que de se contenter d'assurer la protection. Yoav observa à travers le périscope, tandis que le groupe se rassemblait dans la clairière, discutant de la stratégie de chasse. Dragamir était animé gesticulant en décrivant les endroits où des sangliers avaient été repérés, les années précédentes, pointant du doigt le sentier forestier menant vers une zone réputée pour la chasse. Le groupe allait se diriger vers ce sentier, passant directement dans la ligne de visée de Yoav à une distance d'environ 420 mètres. Les conditions étaient idéales, visibilité parfaite, cible se déplaçant selon un trajet prévisible, vent quasi nul, selon l'observation de la fumée s'échappant de la cheminée du pavillon. Yoav transmit un seul mot, à travers le système de communication, chiffré. Exécute. Lui et Daniel avaient répété cette séquence des centaines de fois durant l'entraînement, jusqu'à ce qu'elle devienne un réflexe automatique, plutôt qu'une décision consciente. Ils tireraient simultanément sur la cible, assurant une redondance au cas où un tir serait dévié par le vent ou compromis par une défaillance mécanique. Le décompte serait synchronisé par leurs écouteurs, une procédure éliminant toute ambiguïté sur le moment du tir. Yoav entama le compte en hébreu, sa voix, à peine audible, même à travers le lien radio. Ses doigts se posèrent sur la détente, exerçant la première pression qui supprimait le jeu, sans déclencher le coup. Sa respiration ralentit, pour adopter le rythme contrôlé qu'il avait répété 10 000 fois, un cycle délibéré, destiné à abaisser le rythme cardiaque et à stabiliser les micro-tremblements musculaires. Sa concentration se rétrécit, jusqu'à ce que plus rien n'existe, hormis le réticule centré sur la poitrine de Dragamir et la détente sous son doigt. Il sentit son rythme cardiaque ralentir et se stabiliser à 52 battements par minute. Des années d'expérience opérationnelle l'avaient entraîné à rester calme, sous stress. Il ajusta son point de visée de façon infinitésimale pour compenser la vitesse de marche de la cible, prenant une légère avance afin que la balle intercepte le mouvement de Dragamir. Le réticule resta stable sur le centre de masse, à l'endroit où se trouvait le cœur de la cible, derrière les vêtements d'hiver et la chair. 2. Daniel confirma sa disponibilité par un simple clic transmis par radio, le signal convenu, indiquant que son arme était alignée et qu'il était prêt à tirer. Les 2 fusils suivaient désormais la même cible. Les 2 tireurs respiraient en synchronisation. Les 2 doigts reposaient sur les détentes attendant le décompte final. 3. Les 2 fusils tirèrent simultanément. Le bruit fut étouffé par la neige, une détonation sourde qui serait inaudible au-delà de 50 mètres absorbée par la couche isolante au-dessus des positions de tir. Les balles voyagèrent à vitesse supersonique, environ 2000 sidounéim pieds par seconde,
parcourant les 420 mètres en moins d'une seconde. Les 2 projectiles de 200 grains frappèrent Dragamir à quelques millisecondes d'intervalle, les points d'impact séparés de moins de 8 centimètres. Une balle pénétra le haut de sa poitrine, juste sous la clavicule gauche. L'ogive creuse se dilata, comme prévu, déchirant le tissu pulmonaire et sectionnant des vaisseaux sanguins majeurs. La seconde frappa légèrement plus bas, pénétra la cage thoracique et se fragmenta au contact des côtes, provoquant un traumatisme interne massif lorsque les éclats métalliques lacérèrent le foie et la colonne vertébrale. L'effet combiné entraîna une incapacité instantanée. Dragamir s'effondra vers l'avant, son corps tombant dans la neige qui commença immédiatement à absorber le sang jaillissant d'une hémorragie interne massive. Pendant 3 secondes, personne ne réagit. Les gardes et les compagnons de chasse restèrent figés, incapables de comprendre ce qui venait de se produire. Il n'y avait eu ni coup de feu retentissant, ni éclair de bouche visible, rien n'indiquant l'origine des tirs hostiles. Dragamir était simplement debout un instant, puis à terre, l'instant suivant, comme frappé par une force invisible. Puis l'entraînement et l'instinct de survie prirent le dessus sur la stupeur. Un garde tomba à genoux et commença à balayer la lisière des arbres avec son fusil, cherchant des cibles inexistantes dans la mauvaise direction. Un autre se précipita vers Dragamir, criant, à l'aide en roumain, sa voix résonnant dans la clairière. Les compagnons de chasse se dispersèrent, plongeant derrière les arbres, et les véhicules, leurs carabines de loisir, leur paraissant soudain dérisoires, face à la menace inconnue qui venait de se manifester. Le second garde tira une rafale de Kalachnikov en direction générale de la forêt, arrosant au hasard, ne touchant rien faute de cible réelle. Yoav observait à travers le périscope le chaos se déployer autour du corps de Dragamir. Le trafiquant d'armes était manifestement mort. Son corps gisait immobile dans une mare de sang qui s'étendait s'infiltrant dans la neige blanche et formant un cercle rouge saisissant qui grandissait à chaque seconde. Le garde qui s'était précipité vers lui criait désormais dans sa radio, appelant une assistance médicale d'urgence et des renforts. Sa voix était paniquée, confuse. Les autres gardes tiraient sporadiquement sur du vide, gaspillant des munitions contre des menaces qu'ils ne pouvaient ni voir ni identifier. Après 3 minutes de confusion, l'un des gardes sembla comprendre que les tirs avaient dû provenir d'un terrain surélevé. Il pointa vers la ligne de crête, en criant des ordres à ses collègues en roumain. 2 gardes commencèrent à gravir la pente, avançant prudemment, armes levées, scrutant les environs, à la recherche du moindre indice de la position des tireurs. Ils étaient suffisamment entraînés pour adopter une progression tactique correcte, avançant par bonds, l'un couvrant pendant que l'autre se déplaçait. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils cherchaient, ni de l'emplacement exact de la menace. Yoav et Daniel restèrent absolument immobiles. Le plan opérationnel avait prévu cette éventualité. Le temps de réaction des forces de sécurité depuis l'installation militaire la plus proche était d'au moins 90 minutes par hélicoptère dans de bonnes conditions météorologiques et encore plus long par voie terrestre sur des routes de montagne. Les gardes fouillant la ligne de crête ne trouveraient rien à moins de marcher littéralement sur les positions d'ensevelissement, et même alors, la neige paraissait naturelle, intacte. Le protocole de mission exigeait que les tireurs restent enterrés jusqu'à la tombée de la nuit, puis procèdent à l'exfiltration une fois la présence sécuritaire réduite. Bouger maintenant garantirait la détection et conduirait probablement à la capture ou à la mort. Les gardes
atteignirent la ligne de crête et commencèrent une fouille méthodique, sondant la neige avec les canons de leurs fusils, cherchant des traces ou des perturbations, indiquant l'emplacement des tireurs. L'un des gardes passa à moins de 5 mètres de la position de Daniel, ses bottes crissant dans la neige, directement au-dessus de l'endroit où Daniel gisait, immobile, maîtrisant sa respiration, la main crispée sur son fusil, prêt à tirer à travers la neige si le garde le découvrait, et qu'il n'existait plus aucune autre option que de compromettre la position. Mais le garde ne vit rien. La combinaison thermique éliminait toute signature de chaleur qui aurait pu être détectée avec un équipement adéquat. La neige au-dessus semblait parfaitement naturelle, ne montrant que des motifs sculptés par le vent et une dispersion aléatoire de branches. Les tubes respiratoires étaient indiscernables du bois mort, jonchant n'importe quel sol forestier. Après 20 minutes de recherche, les gardes se replièrent, concluant que le tireur avait dû faire feu depuis une position plus éloignée, avant de s'échapper immédiatement dans la forêt. À midi, des hélicoptères arrivèrent transportant des renforts de l'armée roumaine et de la Securitat. Le son caractéristique des hélicoptères soviétiques Mi-8 résonna dans les montagnes, tandis que 3 appareils se posaient dans la clairière, près du pavillon. Des soldats en uniforme militaire divers débarquèrent. Des officiers aboyaient des ordres à des hommes qui commencèrent à établir un périmètre autour du site. Le corps de Dragamir fut abondamment photographié, puis enveloppé dans une bâche et chargé à bord d'un hélicoptère pour être transporté à Bucarest, où des examens médico-légaux tenteraient de déterminer la trajectoire et l'origine des balles. Les enquêteurs installèrent un poste de commandement dans le pavillon, placèrent les gardes du corps de Dragamir en détention pour interrogatoire et organisèrent des fouilles systématiques du terrain environnant. Des officiers de la sécurité interrogèrent les compagnons de chasse, cherchant à déterminer si l'assassinat résultait d'une attaque extérieure ou d'une trahison interne, et si Dragamir avait des ennemis dans les milieux d'affaires roumains susceptibles d'avoir orchestré sa mort. Les communications radio crépitaient d'ordres et de rapports, de situations que l'équipe de soutien de Yoav surveillait via sa station relais. Le commandant de la Securitat présent sur place était furieux, un colonel dont la carrière serait affectée par un incident survenu dans sa zone de responsabilité. Il hurlait sur ses subordonnés, dénonçant leur incompétence et les failles de sécurité, menaçant de mutation vers des postes indésirables s'ils ne retrouvaient pas les auteurs. Mais les recherches furent vaines. Des chiens furent amenés des bergers allemands, entraînés à détecter l'odeur humaine, mais les chutes de neige continues des jours précédents avaient effacé toute piste olfactive. Les chiens ne signalèrent rien d'utile, seulement des indications confuses dues aux nombreuses traces autour du pavillon et sur les chemins empruntés par les chasseurs et les gardes. En soirée, alors que la nuit tombait et que les températures chutaient encore jusqu'à 22 degrés, les forces de la Securitat commencèrent à se retirer. Ils laissèrent une présence de sécurité sur place, un peloton de soldats, chargés de surveiller le pavillon pendant la nuit. Mais les enquêteurs et les officiers supérieurs retournèrent à Bucarest avec le corps de Dragamir. Le commandant ordonna l'établissement de barrages routiers sur toutes les voies quittant les montagnes, avec des points de contrôle, où les véhicules seraient arrêtés et les occupants interrogés. Mais ces mesures arrivèrent trop tard pour être utiles. À 21h00, Yoav et Daniel reçurent l'autorisation d'exfiltration. L'équipe de soutien s'approcha prudemment des positions d'ensevelissement, en utilisant des équipements de vision nocturne pour se déplacer dans l'obscurité. Ils localisèrent les fosses grâce aux coordonnées GPS et dégagèrent soigneusement la neige, révélant 2 hommes
qui avait été enterré pendant 43 heures. Yoav émergea avec raideur, les articulations figées par l'immobilité prolongée, les muscles à peine fonctionnels, après cette longue période sans mouvement. Daniel dut être aidé pour se mettre debout, sa jambe gauche restant partiellement crispée et insensible. On leur donna des couvertures thermiques de la soupe chaude, issue de thermos préparés par l'équipe de soutien, et 10 minutes pour rétablir la circulation avant de commencer l'extraction. Il n'y avait pas de temps pour une récupération prolongée. Les forces roumaines pouvaient revenir à tout moment avec un équipement plus performant ou des protocoles de recherche plus systématiques. Rester à proximité du site de l'opération augmentait le risque de façon exponentielle. L'équipe de soutien les aida à marcher, soutenant leur poids, jusqu'à ce que la fonction musculaire revienne suffisamment pour permettre un déplacement autonome. L'exfiltration emprunta le même itinéraire que l'infiltration, progressant à travers les forêts, sous le couvert de l'obscurité guidée par le GPS et par des agents de soutien qui avaient maintenu les points de ravitaillement dissimulés. Ils avancèrent lentement Yoav, comme Daniel, luttant contre la fatigue musculaire et l'épuisement psychologique consécutif à l'ensevelissement prolongé. Les crampes à la jambe de Daniel imposaient des arrêts fréquents, des moments où il s'immobilisait dans des positions dissimulées, pendant qu'il massait le muscle et tentait de retrouver une pleine mobilité. Le trajet de retour vers la frontière hongroise dura 5 jours plus longtemps que prévu, en raison de l'état de Daniel et du renforcement des patrouilles frontalières roumaines, consécutif à l'assassinat. Ils repassèrent en Hongrie le 20 janvier, traversant un secteur forestier, isolé où les clôtures frontalières avaient été préalablement neutralisées par l'équipe de soutien. Ils furent conduits vers une maison sûre près de Pécs, où ils passèrent 2 jours à récupérer avant d'être transférés à Budapest, puis rapatriés en Israël, à bord d'un avion affrété sous couverture diplomatique, assuré par le personnel de l'ambassade israélienne. Les suites de l'opération Hiver silencieux révélèrent à la fois son succès tactique et son coût opérationnel. La mort de Dragamir fut rapportée par les médias roumains comme un assassinat perpétré par des agresseurs inconnus, les spéculations se concentrant sur des rivaux d'affaires ou des associés mécontents. Le régime évita soigneusement d'admettre que des services de renseignement étrangers avaient pénétré le territoire roumain et éliminé une figure majeure du trafic d'armes. La Securitat mena une enquête interne approfondie qui identifia la ligne de crête des Carpates comme position de tir probable sur la base de l'analyse balistique des trajectoires. Mais elle ne découvrit jamais les fosses d'ensevelissement, ni ne comprit comment les assassins avaient pu rester indétectables aussi longtemps. Le renseignement israélien célébra l'opération comme une élimination ciblée, réussie, ayant perturbé les flux d'armes vers des groupes palestiniens sans provoquer la tempête diplomatique que des opérations similaires en Europe occidentale avaient parfois déclenchées. La mort de Dragamir fractura temporairement les réseaux qu'il avait mis en place, même si d'autres intermédiaires finirent par émerger pour occuper le vide laissé. La méthode d'ensevelissement dans des fosses de neige fut étudiée en profondeur et perfectionnée avant d'intégrer le répertoire opérationnel de Caïdon pour les environnements de grand froid où les positions classiques de surveillance et de tir n'étaient pas viables. Mais l'opération mit également en évidence le coût psychologique profond de missions aussi extrêmes. Yoav développa une claustrophobie sévère après l'ensevelissement souffrant de crises de panique dans les espaces confinés, ce qui nécessita une thérapie psychologique approfondie. Il tenta de poursuivre des activités opérationnelles, mais se révéla incapable de fonctionner dans des situations impliquant des espaces clos ou des mouvements restreints.
Il se retira des opérations de terrain en 1990, se reconvertissant dans des fonctions de formation, où son expérience demeurait précieuse sans être confronté aux contraintes qui déclenchaient ces symptômes. Daniel resta opérationnel, mais fut hanté par des cauchemars récurrents liés à l'ensevelissement, des rêves vifs et terrifiants, où il ne pouvait plus respirer, où la neige se resserrait autour de lui jusqu'à l'évanouissement, où il mourait lentement d'asphyxie, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. Ces cauchemars perturbèrent son sommeil et affectèrent ses performances. Il mena encore plusieurs missions au cours des années suivantes, mais demanda son transfert vers des fonctions d'instruction en 1992, concluant que le fardeau psychologique des opérations extrêmes était devenu insoutenable. Les deux hommes furent honorés lors de cérémonies classifiées au siège du Mossad, reconnus pour leur contribution à la sécurité d'Israël, à travers des opérations qui ne seraient jamais rendues publiques. Ils reçurent des décorations qui ne pourraient jamais être portées, des citations conservées dans des dossiers classifiés, et la certitude que leur sacrifice avait éliminé une menace pesant sur des soldats israéliens. Mais ces honneurs ne purent effacer les dommages psychologiques infligés par l'opération Hiver silencieux.